on ne finance pas ce cirque. Cette phrase, prononcée avec une froideur clinique par ma propre mère, a résonné comme un coup de feu dans le salon aux boiseries dorées de mon enfance. En 5 mots, elle venait non seulement d'annuler le jour le plus important de ma vie, mais aussi de nier mon existence même. Ma sœur, affalée sur le canapé en velours, ricanait en ajoutant son venin habituel, « Tu auras plus de chance la prochaine fois ». Elle s'attendait à des larmes, à des cris, à cette soumission pathétique que j'avais offerte pendant 32 ans. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé, ou peut-être réparé, en moi. J'ai ravalé ma rage, j'ai lissé ma jupe, et j'ai prononcé un seul mot, entendu. Ce qu'elles ignoraient, c'est que mon silence n'était pas une défaite. C'était le chargement d'une arme. 3 semaines plus tard, quand les huissiers ont enfoncé la porte de leur petit royaume, elles ont compris que le cirque avait changé de directeur. Avant de vous plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale et de ma vengeance implacable, j'ai une question pour vous, mes auditeurs. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis les 4 coins du monde francophone. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays m'écoutez-vous en ce moment, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à Montréal, Dakar, Bruxelles ou Lyon. À vous de jouer. Tout a commencé un mardi après-midi pluvieux de novembre, dans une boutique de robes de mariée du Triangle d'Or à Bordeaux. C'était un de ces endroits où l'on ne rentre que sur rendez-vous, où l'air sent la fleur d'oranger artificielle et l'argent ancien. J'étais debout sur un petit podium circulaire, face à un immense miroir triptyque. Je portais une création en crêpe de soie, fluide, épurée, sans la moindre dentelle ni perle. C'était une robe qui me ressemblait, discrète, solide, structurée. Je l'avais payée intégralement avec mes économies d'architecte paysagiste, fruit de mois de travail dans la boue et le froid des chantiers. Derrière moi, le reflet de ma mère, Bérangère, et de ma sœur cadette, Sixtine, gâchait la pureté de l'instant. Bérangère ne me regardait même pas. Elle était trop occupée à scruter son propre reflet, glissant un pli imaginaire sur sa jupe en tweed Chanel, ses lèvres pincées dans une moue de désapprobation perpétuelle qui était devenue sa signature. Sixtine, quant à elle, était affalée dans un fauteuil Louis XV, faisant éclater sa bulle de chewing-gum avec un bruit mouillé, les yeux rivés sur l'écran de son dernier iPhone, probablement en train de retoucher une photo pour faire croire à ses abonnés qu'elle travaillait dur. Je pris une grande inspiration, cherchant le courage qui me faisait souvent défaut face à elle. Alors? Demandai-je, ma voix trahissant une légère vibration d'espoir stupide, cet espoir d'enfant qui refuse de mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Le silence s'étira, lourd, collant, presque palpable. Bérangère leva enfin les yeux, mais son regard ne se posa pas sur mon visage illuminé par l'émotion. Il scanna le bas de la robe, remonta le long de ma taille, et s'arrêta sur le col bateau avec un dédain absolu. C'est très simple, soupira-t-elle, appuyant sur le mot simple, comme si c'était une insulte mortelle. Le col est trop haut, Mao. On dirait une nonne qui a perdu sa vocation. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Il n'y a aucune allure, aucun panache. J'aime la simplicité, maman. Et Vianney aussi. Il aime quand c'est naturel. À la mention de Vianney, l'atmosphère dans la boutique chuta instantanément de plusieurs degrés. Sixtine émit un petit rire méprisant sans lever les yeux de son téléphone. En même temps, Vianney est ébéniste, lança-t-elle d'une voix traînante, nasillarde. Il passe sa vie dans la sciure et la colle à bois. Je doute qu'il fasse la différence entre de la soie de lion et un sac à patates. Pour lui, tant que c'est pratique. Je sentis mes joues s'empourfrer. Je détestais quand elle parlait de lui ainsi. Il est artisan d'art, Sixtine, corrigeai-je, ma voix tremblant légèrement sous la colère contenue. Il crée des meubles uniques, il restaure des pièces du XVIIIe siècle. Ce n'est pas un bricoleur du dimanche. C'est pareil, fit-elle en haussant les épaules, indifférente à ma douleur. C'est manuel. C'est prolétaire. Ma mère fit un geste agacé de la main, faisant teinter ses bracelets en or massif, un son qui m'avait toujours donné la migraine. Arrêtez, toutes les deux. De toute façon, Mao, avec cette robe ou une autre, cela ne changera pas grand-chose à la réalité. Ce mariage, c'est un caprice. Une petite fête champêtre pour te donner l'illusion d'être importante. Un cirque,
si tu veux mon avis honnête. Pourquoi dépenser autant d'argent pour épouser un homme qui ne pourra jamais t'offrir la vie que tu mérites, la vie pour laquelle nous t'avons élevé? J'ai senti une boule se former dans ma gorge, dure et douloureuse comme un caillou. J'ai regardé mon reflet. Je ne voyais plus la femme forte qui dirigeait des équipes d'hommes sur des chantiers de plusieurs hectares. Je revoyais la petite fille de 8 ans qui montrait fièrement son dessin à sa mère, pour le voir finir à la poubelle parce qu'il encombrait le salon minimaliste. Parce que je l'aime, murmurai-je, presque pour moi-même. Et parce qu'il me respecte. Il m'écoute quand je parle. Le respect ne paie pas les factures d'entretien du château familial, ma chérie, ni les cotisations au country club, rétorqua ma mère en se levant et en ajustant son sac Hermès. Allez, enlève ça. On a une réservation pour le déjeuner chez le Gabriel et je ne veux pas être en retard. Sixtine doit encore passer récupérer sa commande. Je suis retournée dans la cabine d'essayage, les larmes aux yeux. En retirant la soie, j'ai eu l'impression d'arracher une seconde peau, une peau où j'avais le droit d'être heureuse. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli déchirer le tissu. J'avais 32 ans, je gagnais bien ma vie, j'étais respectée dans ma profession, et pourtant, il suffisait de 5 minutes avec ces 2 femmes pour que je me sente comme une moins que rien, une imposture. Vianney, lui, était tout le contraire de ce monde froid et superficiel. Quand je rentrais le soir, l'odeur rassurante du bois de cèdre et de la cire d'abeille m'accueillait. Ses mains, calleuses et chaudes, savaient exactement comment apaiser mes tensions. Il ne me jugeait jamais sur mon apparence ou mon compte en banque. Il construisait des choses solides, durables, ancrées dans le réel. Ma famille, elle, ne savait que détruire, critiquer et paraître. J'aurais dû savoir, à cet instant précis dans la cabine d'essayage, que le pire restait à venir. Que ce dédain pour ma robe n'était que l'apéritif d'un festin de trahison qu'elle me préparait en secret. Mais l'habitude d'espérer, cette maladie incurable des enfants mal aimés, m'a aveuglée. Je pensais que le mariage serait le point final de nos conflits, une sorte de trêve. Je ne savais pas qu'il serait le détonateur d'une guerre nucléaire au sein de ma propre famille. Une semaine après l'incident humiliant de la robe, nous avons été convoqués pour le dîner dominical obligatoire. C'était un rituel immuable, ne pas s'y rendre était considéré comme une déclaration de guerre. La villa de mes parents, située dans le quartier le plus prisé de la ville, le Bouscat, était un monument à leur vanité. Des colonnes de pierre blanche, une allée de gravier qui crissait parfaitement sous les pneus des voitures de luxe, et cette façade imposante qui semblait vous juger dès que vous franchissiez le portail en fer forgé. À l'intérieur, tout n'était que velours, marbre froid, dorure et argenterie. Mais l'air y était toujours raréfié, comme si l'oxygène lui-même avait peur de déranger l'ordre établi par ma mère. C'était une maison musée, pas un foyer. Vianney a serré ma main avant de sonner à la porte massive. Respire, m'a-t-il chuchoté, sentant ma tension. 2 heures. On mange, on sourit poliment, on part. Je suis là. Si seulement c'était aussi simple. Le dîner a commencé dans une ambiance faussement cordiale, ce genre de politesse glaciale qui précède souvent les tempêtes. Mon père, Guylain, servait un Bordeaux Grand Cru, un Saint-Émilion 2010, avec une main qui tremblait imperceptiblement. Il avait vieilli, ses traits s'étaient affaissés, ses cheveux autrefois impeccables étaient clairsemés. Il y avait dans ses yeux une sorte de panique fuyante, un regard traqué que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il parlait fort, riait trop à ses propres blagues, vantait ses anciens succès dans la finance comme pour se convaincre lui-même qu'il était toujours le roi de la jungle économique. Sixtine était assise en face de moi, pianotant frénétiquement sur son téléphone sous la nappe brodée. Elle se présentait comme life coach et influenceuse bien-être sur Instagram, mais sa seule véritable compétence était de dépenser l'argent de nos parents et de poster des citations philosophiques plagiées avec des fautes d'orthographe grotesques. Alors, Mao, commença mon père en coupant son filet mignon avec une précision chirurgicale. Ces travaux dans ton jardin, ça rapporte ? J'ai entendu dire que le secteur du bâtiment ralentissait. Ça marche très bien, papa, répondis-je en essayant de garder un ton neutre. Je viens de signer un contrat important pour réaménager le parc de la mairie de Mérignac. C'est un projet sur 2 ans. C'est bien, marmonna-t-il sans m'écouter vraiment, ses yeux fixés sur son verre.
L'argent rentre, c'est l'essentiel. En parlant d'argent, il posa ses couverts. Le tintement de l'argent contre la porcelaine de Limoges résonna comme un coup de gong funèbre dans le silence de la salle à manger. Ma mère se raidit instantanément sur sa chaise à dossier haut, ajustant nerveusement son collier de perles, ses yeux lançant des éclairs vers mon père. Tu sais que la toiture de la villa a besoin d'être refaite, continua mon père, sa voix devenant soudain mielleuse. Les ardoises s'effritent, il y a des fuites dans l'aile ouest. C'est un patrimoine historique, Mao. Notre héritage à tous. Si on laisse faire, la charpente va pourrir. Oui. Fis-je, sentant le piège se refermer lentement sur moi. Le devis s'élève à 40 000 €. C'est une somme conséquente. Nous sommes un peu coincés en trésorerie ce mois-ci. Des investissements bloqués à l'étranger, tu comprends, la conjoncture est difficile. On pensait que tu pourrais participer. Disons, à hauteur de 20 000 ? Je faillis m'étouffer avec mon vin. 20 000 €? C'était tout ce qu'il me restait sur mon compte épargne, la somme exacte prévue pour payer le traiteur et le solde du lieu de réception la semaine prochaine. Papa, je ne peux pas, répondis-je fermement, posant mon verre. Tout mon argent est bloqué pour le mariage. Je dois payer le château la semaine prochaine. Je n'ai pas de liquidité disponible. Le visage de ma mère se durcit instantanément, passant de l'indifférence à la colère pure. Le masque de l'hôtesse parfaite tomba pour révéler le mépris qu'elle nourrissait à mon égard. Le mariage, toujours le mariage. Explosa-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Tu es d'un égoïsme effrayant, Mao. Exactement comme ta grand-mère. Nous t'avons nourri, logé, éduqué dans les meilleures écoles privées catholiques, payé tes leçons de piano, et quand tes parents ont besoin d'une petite aide pour sauver la maison familiale, tu préfères jeter ton argent par les fenêtres pour une fête d'un jour ? Ce n'est pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est mon mariage. Et je paie tout moi-même. Je ne vous ai rien demandé, pas un centime. Justement. Intervint Sixtine avec un sourire venimeux, ravi de voir le chaos s'installer. Si tu n'avais pas choisi un mari aussi, modeste, peut-être qu'il pourrait payer, lui. Mais non, tu préfères jouer à la vie de bohème avec ton menuisier et laisser la maison de ton enfance prendre l'eau. C'est pathétique. Vianney posa sa serviette sur la table, un geste lent et délibéré. Son calme contrastait violemment avec l'hystérie ambiante. Je suis ébéniste, Sixtine. Et Mao a raison. C'est son argent. Elle a travaillé dur pour l'avoir, elle s'est levée à 5 heures du matin pendant des années. Elle a le droit d'en disposer comme elle l'entend. Toi, tais-toi. Cracha mon père, le visage rougeau. Tu n'es pas de la famille. Tu n'as pas voix au chapitre ici. Non, heureusement, répondit Vianney froidement, ses yeux plantés dans ceux de mon père. La tension était palpable, électrique. J'ai vu mon père jeter un regard désespéré vers le buffet en chêne massif, où une lettre à en-tête de la Banque de France dépassait d'une pile de dossiers mal rangés. Il s'est levé précipitamment pour la retourner face cachée quand il a vu que je la fixais. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas juste une toiture. Il y avait quelque chose de plus grave, de plus profond. Une odeur de désespoir financier flottait sous les parfums de luxe et l'odeur du rôti. Ils étaient aux abois. Je ne vous donnerai pas 20 000 €, dis-je en me levant, mes jambes tremblant sous la nappe. Je suis désolé pour le toit, mais j'ai des engagements contractuels. Ma mère me regarda avec une haine si pure, si viscérale, que j'en eus le souffle coupé. C'était le regard qu'on réserve à un ennemi mortel, pas à sa fille. Tu le regretteras, Mao. L'ingratitude se paie toujours très cher. Tu crois être libre, mais tu n'es rien sans nous. Nous sommes partis sans prendre le dessert. Dans la voiture, alors que nous roulions dans la nuit noire, Vianney m'a pris la main. Elle était glacée, morte. Je ne savais pas encore à quel point ma mère avait raison. L'ingratitude allait se payer, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. La semaine qui suivit ce dîner désastreux fut étrangement calme. Je m'attendais à une guerre de tranchées, à des appels furieux au milieu de la nuit, à du chantage affectif sur WhatsApp. Au lieu de cela, le silence radio. Un silence lourd, menaçant.
Puis, 5 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était maman. J'ai hésité avant de décrocher, mon pouce planant au-dessus du bouton rouge. Allô? Mao? C'est maman. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Sa voix était douce, tremblante, presque méconnaissable. C'était la voix qu'elle utilisait quand j'étais malade enfant, une voix que je n'avais pas entendue depuis 20 ans. Je suis resté figé, mon stylo d'architecte en suspens au-dessus d'un plan de jardin japonais. Je t'écoute. Je voulais m'excuser pour dimanche. Ton père et moi, nous sommes sous une pression terrible. Les affaires ne vont pas fort, et nous avons paniqué. Ce n'est pas une excuse pour t'avoir parlé comme ça, pour t'avoir insulté. Tu as raison, c'est ton mariage, c'est ton grand jour. Nous devrions être heureux pour toi, fiers de la femme indépendante que tu es devenue. J'ai senti mes défenses s'effriter, brique par brique. C'était tout ce que j'avais toujours voulu entendre. Que je comptais. Que mes choix étaient valides. Que j'étais une femme indépendante et non une déception. Je savais, au fond de mon cerveau rationnel, que c'était suspect, mais l'enfant en moi, celle qui pleurait pour un câlin, voulait tellement y croire. Merci, maman. Ça me touche, balbutiai-je. Écoute, pour me faire pardonner, je voudrais t'aider. Je sais que tu es débordé avec tes chantiers à la mairie. Je ne peux pas te donner d'argent, tu le sais, la situation est compliquée, mais je peux te donner du temps. Laisse-moi gérer les dernières vérifications avec les prestataires. Le traiteur, le château, le fleuriste. Je veux m'assurer que tout soit parfait pour ma fille aînée. Je veux me rendre utile. Les larmes me sont montées aux yeux. Elle avait dit, ma fille aînée, avec une fierté inhabituelle. C'est vrai? Tu ferais ça? Tu détestes l'organisation d'habitude. C'est pour toi. J'ai juste besoin que tu m'envoies une copie des contrats et une autorisation par mail pour que je puisse discuter des détails techniques avec eux. Tu sais comment ils sont, administratifs jusqu'au bout des ongles. Ils refusent de me parler si je n'ai pas de mandat. C'était logique. C'était gentil. C'était le geste de réconciliation que j'attendais désespérément. D'accord, maman. Je t'envoie tout ce soir. Merci. Vraiment. Je suis contente qu'on se parle. De rien, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché avec un sourire idiot sur le visage, le cœur léger. J'ai couru annoncer la nouvelle à Vianney qui ponçait une commode dans le garage. Il a froncé les sourcils, méfiant, essuyant ses mains pleines de poussière. Tu es sûr? Ça me paraît, soudain. Elle a changé de personnalité en 5 jours? Les gens changent, Vianney. Elle se rend compte qu'elle va me perdre si elle continue. C'est un rameau d'olivier. Je ne peux pas le refuser, ce serait cruel. Le soir même, j'ai scanné les contrats du lieu de réception, un petit château viticole magnifique dans l'entre-deux-mer, et j'ai rédigé un mail formel autorisant Madame Bérangère Perry à agir en mon nom pour la coordination logistique, les vérifications finales et toute démarche administrative nécessaire. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Ce simple clic a été la plus grande erreur de ma vie. J'ai littéralement remis l'arme du crime à mon bourreau, chargé, déverrouillé, et j'ai même dessiné une cible sur mon front. Je dormais du sommeil du juste, pensant que ma famille était enfin réunie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, ma mère ouvrait le fichier sur son iPad, un verre de chardonnay à la main, et son sourire ne devait avoir rien de maternel. Elle ne voyait pas des contrats de mariage, symbole d'amour. Elle voyait une opportunité. Elle voyait une faille juridique. Elle voyait de l'argent liquide. J'aurais dû écouter l'instinct de Vianney. J'aurais dû me rappeler que chez les narcissiques, la gentillesse n'est jamais gratuite. C'est toujours un acompte sur une future trahison, un investissement pour une douleur plus grande. Mais j'étais aveuglée par le besoin d'être aimée. Et cet aveuglement allait me coûter bien plus que de l'argent. Dites-moi, honnêtement, à ce stade de l'histoire, si vos parents vous avaient volé l'argent de votre mariage pour payer leurs dettes en jouant sur votre corde sensible, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné au nom de la famille sacrée, ou auriez-vous choisi la guerre totale et le tribunal? Écrivez « pardon » ou « guerre » dans les commentaires.
Je suis curieuse de voir votre niveau de tolérance face à l'impardonnable. 3 semaines avant la date. Le compte à rebours était lancé. C'était un mardi après-midi ensoleillé mais froid. Je me souviens de la lumière crue du soleil d'hiver sur le chantier, de l'odeur âcre de la terre fraîchement retournée et du bruit rythmique des pelleteuses qui nivelaient le terrain. Je me sentais puissante, heureuse. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma parka. C'était le numéro fixe du château de L, notre lieu de réception. J'ai décroché avec un sourire, pensant qu'ils appelaient pour confirmer le choix des nappes ou le plan de table. Bonjour, ici Mao. Bonjour, Madame Perry. Je suis Sophie, de la comptabilité du château. Je suis désolée de vous déranger sur votre lieu de travail. Sa voix était hésitante, professionnelle mais teintée d'une gêne palpable. Aucun problème, Sophie. Dites-moi. Nous voulions juste vous confirmer que le virement de remboursement a bien été effectué ce matin, comme demandé dans votre courrier recommandé. Il devrait apparaître sur le compte sous 48 heures. Le monde s'est arrêté. Les pelleteuses se sont tues. Le vent est tombé. Mon cœur a raté un battement, puis deux. Pardon? Quel remboursement? De quoi parlez-vous? Il y eut un silence gêné à l'autre bout du fil, le genre de silence qui annonce une catastrophe. Eh bien, suite à l'annulation de votre mariage. Votre mère, Madame Bérangère Perry, nous a envoyé l'avis d'annulation signé de votre main hier matin, invoquant un cas de force majeure familiale. Conformément à la clause 4 du contrat, comme l'annulation intervient à plus de 21 jours, nous avons remboursé 80% de la compte, soit 15 000 €, sur le RIB qu'elle nous a fourni joint au courrier. Mes genoux ont lâché. Je me suis assise brutalement sur un tas de parpaings froids, la poussière salissant mon pantalon de travail, mais je ne sentais plus rien. Une nausée violente m'a submergée. C'est une erreur, balbutiai-je, la voix étranglée, au bord de l'hystérie. Je n'ai rien annulé. Je me marie dans 3 semaines. C'est ma mère. Mais madame, j'ai le document sous les yeux. Avec votre signature. Elle est identique à celle du contrat. Et l'autorisation que vous nous avez envoyée par mail la semaine dernière lui donnait plein pouvoir pour toute démarche administrative. Juridiquement, nous sommes couverts. Nous avons suivi vos instructions. J'ai raccroché sans dire au revoir. Un bourdonnement intense remplissait mes oreilles, comme si un essaim de frelons avait élu domicile dans mon crâne. Annulé. Elle avait annulé. Elle avait utilisé mon autorisation, imité ma signature, un talent qu'elle possédait depuis toujours, annulé le plus beau jour de ma vie et détourné 15 000 € vers son propre compte. Je ne me souviens pas du trajet jusque chez mes parents. J'ai conduit en pilote automatique, brûlant peut-être des feux rouges, mes mains serrées sur le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je ne pleurais pas. J'étais dans un état de choc froid, une hyperlucidité terrifiante. Je voyais chaque détail de la route avec une netteté surnaturelle. Je suis entré dans la villa sans frapper. La porte n'était même pas verrouillée, preuve de leur arrogance. Ils étaient là, dans le grand salon. Une scène de crime parfaite. Maman était assise sur le canapé crème, buvant du thé dans une tasse en porcelaine fine. Papa lisait le Figaro, les jambes croisées. Sixtine essayait une paire de lunettes de soleil de marque devant le miroir, l'étiquette pendouillant encore sur le verre. Ils ont levé la tête quand je suis entrée. Pas de surprise. Pas de culpabilité. Juste une attente satisfaite, comme s'ils savaient que je viendrais. Tu es là, dit ma mère calmement, comme si j'étais en retard pour le thé. Pourquoi? Ma voix était un murmure rauque, brisé. Elle posa sa tasse avec une délicatesse exaspérante sur la soucoupe. Cling. Assieds-toi, Mao. Tu es pâle. Tu veux un sucre? Pourquoi? Hurlai-je, le cri déchirant ma gorge, faisant trembler les cristaux du lustre. Papa baissa son journal, l'air ennuyé, comme si je venais d'interrompre une émission intéressante. Baisse d'un ton. Les voisins vont t'entendre. Tu es hystérique. Tu as annulé mon mariage. Tu as volé mon acompte. C'est criminel. Vous êtes fou. Ma mère se leva, lissant sa jupe.
Elle s'avança vers moi, non pas pour me consoler, mais pour me dominer, envahissant mon espace vital. Ce n'est pas du vol, c'est de la gestion de crise. Nous avions besoin de liquidités immédiatement. La banque allait saisir la maison, Mao. Saisir la maison. Tu imagines le scandale au club? Ta sœur a besoin d'une voiture neuve pour ses rendez-vous professionnels, ton père a des dettes urgentes. Et mon mariage? Demandai-je, les larmes de rage brûlant enfin mes yeux. Mon bonheur? Elle eut un petit rire sec, sans joie. Oh, s'il te plaît. Ce n'était pas un mariage, c'était une farce. Un ébéniste. Franchement, Mao, tu vaux mieux que ça. Nous t'avons rendu service en t'empêchant de commettre une erreur. Tu nous remercieras plus tard. De toute façon, on ne finance pas ce cirque. Cet argent est mieux utilisé ici, pour sauver l'honneur de la famille, plutôt que pour nourrir une centaine de ploucs dans un vignoble boueux. Je me suis tournée vers Sixtine, cherchant une once d'humanité. Elle ajusta ses lunettes de soleil sur son nez, admirant son reflet. Désolée, sœurette, dit-elle avec un petit sourire en coin. Better luck next time. Plus de chance la prochaine fois. Tu pourras toujours te marier à la mairie, c'est gratuit. Et puis, avoue, cette robe te grossissait. Je t'ai rendu service. J'ai regardé mon père. Il a fui mon regard, fixant ses mocassins italiens. Le lâche. L'éternel complice silencieux qui avait laissé faire. À cet instant précis, quelque chose en moi est mort. La fille qui voulait désespérément l'approbation de sa mère a rendu son dernier soupir. La sœur qui voulait être aimée a disparu. L'enfant qui croyait en la justice familiale s'est évaporé. Tout cela a brûlé en une seconde, ne laissant que des cendres froides et dures. J'aurais pu hurler. J'aurais pu casser les vases Ming inestimables. J'aurais pu les insulter, les frapper. Mais j'ai réalisé que le bruit ne servait à rien avec eux. Ils se nourrissaient de mes émotions, de mes drames. Si je criais, je leur donnais encore du pouvoir. Ils voulaient me voir briser. Alors j'ai pris une grande inspiration. J'ai redressé le dos. J'ai essuyé la seule larme qui avait coulé sur ma joue. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, ses yeux bleus glacés qui me ressemblaient tant, et j'ai souri. Un sourire froid, sans émotion. Entendu, dis-je. Le mot tomba comme une lame de guillotine. Le sourire de ma mère vacilla légèrement. Elle s'attendait à une crise, à des supplications. Mon calme la perturbait profondément. C'est tout, demanda-t-elle, suspicieuse. Tu ne fais pas de scène? C'est tout. J'ai compris. Le message est clair. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Chaque pas résonnait sur le marbre comme un compte à rebours. Tu ne restes pas dîner? Lança Sixtine, moqueuse. On a commandé des sushis avec ton argent. Je ne répondis pas. Je sortis de la maison, montai dans ma voiture et verrouillai les portes. C'est seulement là que mes mains se mirent à trembler si fort que je dus m'asseoir sur mes paumes pour les arrêter. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir maté la rébellion. Ils ne savaient pas qu'en me volant mon mariage, ils venaient de signer leur arrêt de mort financier. Je suis rentré chez nous comme un zombie. Vianney m'attendait sur le perron de notre petite maison en location, inquiet de mon silence prolongé. Quand il a vu mon visage livide, il a compris qu'il n'y avait plus rien à sauver du côté de ma famille. Je lui ai tout raconté, d'une voix blanche, mécanique, dénuée d'émotion. Ils ont annulé. Ils ont pris les 15 000 €. Sixtine a une nouvelle voiture. Ils ont dit que c'était pour sauver l'honneur. Vianney n'a pas explosé de colère. C'est un homme de bois, solide, patient, ancré dans la terre. Il m'a prise dans ses bras, et pour la première fois de la journée, j'ai senti que je pouvais respirer. Il m'a tenue pendant que je tremblais, absorbant ma douleur. On s'en sortira, a-t-il dit doucement, caressant mes cheveux. On se mariera dans le jardin s'il le faut. On mangera des sandwichs. Mais c'est fini, Mao. Tu ne peux plus les laisser te faire du mal. C'est du poison. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un numéro masqué. J'ai hésité, puis décroché, l'adrénaline encore présente dans mes veines.
Allô? Mao. C'est ta tante Zélie. Zélie. La sœur de mon grand-père paternel. La brebis galeuse de la famille, celle qui avait été excommuniée et bannie des dîners de famille parce qu'elle avait osé dire ses 4 vérités à ma mère il y a 20 ans. Une femme au caractère de feu, fumeuse invétérée. Tante Zélie? Comment tu? Pourquoi tu appelles? Les nouvelles vont vite dans cette ville de vipères, coupa-t-elle de sa voix rocailleuse, ponctuée d'une quinte de tout. J'ai su ce qu'ils ont fait au château. Le propriétaire est une vieille connaissance. C'est ignoble, même pour eux. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ma petite. Tu es assise? De quoi tu parles? Écoute-moi bien. Ta grand-mère maternelle, Madeleine, paix à son âme, t'aimait plus que tout. Elle savait que tes parents étaient des paniers percés, obsédés par le paraître. À sa mort, quand tu avais 10 ans, elle a ouvert une assurance vie et un compte-titre à ton nom unique. Un placement bloqué jusqu'à tes 25 ans, pour t'assurer un avenir. Je fronçai les sourcils, confuse. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Évidemment. Tes parents avaient la procuration en tant que tuteurs légaux. Ils ont intercepté tous les courriers, toutes les notifications. Mais j'ai gardé une copie du testament chez mon notaire, au cas où, car je me doutais qu'ils essaieraient de t'entuber. Ce compte était censé contenir l'argent de la vente de sa maison de vacances au Cap Ferret. Mao, il y avait plus de 400 000 € sur ce compte à l'origine. Le téléphone a failli me glisser des mains. 400 000 €? Vérifie, Mao. Va à la Banque de France ou à la banque de ta grand-mère demain matin. Prends ton acte de naissance et ta carte d'identité. Demande l'historique des mouvements sur 15 ans. S'ils ont touché à un seul centime après tes 18 ans, c'est du vol qualifié. Et connaissant ta mère, le compte doit être vide. Le lendemain matin, à 9h pétantes, j'étais assise dans le bureau d'un conseiller bancaire, accompagné de Maître Ambroise, un avocat spécialisé en droit de la famille et en contentieux financier que Vianney m'avait recommandé. Ambroise ressemblait à un vieux bulldog fatigué, avec ses bajoux et son costume un peu trop large, mais ses yeux brillaient d'une intelligence féroce et impitoyable. Quand le banquier a sorti les relevés des 14 dernières années, j'ai eu envie de vomir sur la moquette grise. C'était un massacre. Une hémorragie financière. Dès le lendemain de mes 18 ans, les retraits avaient commencé. Réguliers. Systématiques. Des virements vers le compte joint de mes parents. Des paiements pour l'école de commerce privée de Sixtine, qu'elle a abandonnée au bout de 6 mois pour devenir influenceuse. L'achat de la Porsche Cayenne de mon père. Les rénovations de la piscine à débordement. Les vacances aux Maldives en première classe. Les sacs Hermès de ma mère. Chaque ligne était un coup de poignard. Chaque retrait portait une signature. Mao Perry. Une signature tremblotante, mal imitée, mais suffisante pour tromper un banquier peu regardant. Maître Ambroise a sifflé entre ses dents jaunies en parcourant les pages. Faux et usage de faux. Abus de confiance. Détournement de fonds aggravé par ascendant. Et vu les montants, on parle de crime, pas de délit. C'est les assises potentielles. Il a pointé un doigt boudiné sur la dernière ligne, datée d'il y a 3 jours. Un virement entrant de 15 000 €, le remboursement du château, suivi immédiatement d'un virement sortant vers un concessionnaire automobile BMW. Ils ne se sont pas arrêtés, murmura-t-il avec un dégoût non dissimulé. Ils ont pillé votre héritage jusqu'à la dernière goutte, et maintenant ils grattent les fonds de tiroir en annulant votre mariage. C'est pathologique. Le total des détournements s'élevait à 450 000 €. Si on comptait les intérêts composés perdus sur 10 ans, la somme dépassait le demi-million. Je regardais les chiffres, alignés comme des soldats morts, et étrangement, la douleur a disparu. Elle a été remplacée par une froideur absolue, une détermination d'acier. C'était le prix de ma liberté. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient volé mon avenir, ma sécurité, mes choix. Ils avaient volé la maison que je n'avais jamais pu m'acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, ma voix calme. Maître Ambroise a souri, dévoilant des dents de loup. On porte plainte au pénal.
On demande une saisie conservatoire immédiate sur tous leurs biens, la villa, les comptes, les voitures, les meubles. On les gèle complètement avant qu'ils ne puissent dépenser un centime de plus. On les asphyxie. Mais attention, Madame Perry. Une fois la machine lancée, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la guerre nucléaire. Vous allez détruire votre famille. J'ai pensé au Better Luck Next Time de Sixteen. J'ai pensé au On ne finance pas ce cirque de ma mère. J'ai pensé à Vianney, qui méritait mieux que cette belle famille toxique. J'ai regardé Vianney. Il a hoché la tête, me donnant sa force. Lancez la machine, dis-je. Je veux qu'il paie. Tout. Jusqu'au dernier centime. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Je n'étais pas d'accord. La vengeance est un plat qui se prépare avec minutie, comme un jardin japonais complexe. Chaque pierre doit être à sa place, chaque mouvement calculé. Sur les conseils d'Ambroise, j'ai joué la morte. Le silence était ma meilleure arme. J'ai envoyé un SMS à ma mère, court, calculé, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je pars quelques semaines avec Vianney en Espagne pour faire le point. Ne cherchez pas à me joindre. Je vous recontacterai quand je serai prête. La réponse est arrivée dans la minute, dégoulinante d'hypocrisie et de soulagement. Prends ton temps ma chérie. Repose-toi. On est là quand tu seras prête à pardonner. On a fait ça pour ton bien. Bisous, maman. Ils étaient soulagés. Ils pensaient que la petite Mao docile avait juste besoin de bouder un peu avant de revenir dans le rang, comme d'habitude. Ils se sentaient intouchables, invincibles. C'était exactement ce que je voulais. L'arrogance précède toujours la chute. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie intense. Le jour, je travaillais avec Ambroise pour monter le dossier en béton armé. Nous avons récupéré les vidéos de surveillance de la villa. Mon père avait installé un système domotique connecté auquel j'avais encore accès sur mon vieux téléphone, une négligence fatale de sa part. Le son était cristallin. On entendait parfaitement ma mère admettre lors d'une conversation avec mon père, « Cet argent du remboursement est tombé du ciel, on va pouvoir payer ta dette de jeu et offrir la voiture à Sixteen. » Mao ne dira rien, elle n'a pas de cran. C'était l'aveu de culpabilité parfait, enregistré et daté. La nuit, je reconstruisais mon mariage. Je suis retourné voir le propriétaire du château. C'était un homme d'honneur, un vieux comte gascon qui aimait les histoires d'amour et détestait l'injustice par-dessus tout. Quand je lui ai raconté la vérité, document à l'appui, il a été scandalisé. Il a lissé sa moustache blanche, furieux. « Mademoiselle, a-t-il dit en frappant du poing sur son bureau en acajou, votre mère est une harpie. Je ne peux pas annuler le remboursement bancaire, c'est fait. Mais le château est toujours libre à votre date. Si vous pouvez me payer les frais de personnel et de nourriture, je vous offre la location des lieux. C'est ma contribution à votre justice. » J'en ai pleuré. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un me tendait la main sans rien attendre en retour. Avec l'aide d'un prêt d'urgence de la banque, obtenu grâce à la preuve de mon héritage spolié à venir et l'intervention d'Ambroise, et les économies de Vianney, nous avons tout remis sur pied en un temps record. Mais cette fois, c'était un mariage secret. Une opération commando. Pas d'invitation dorée, pas de tralala. Juste des coups de fil cryptés aux vrais amis. Tu viens, mais tu ne dis rien à personne. Surtout pas à ma famille. Si ça fuite, c'est annulé. Tout le monde a dit oui. Il y avait une solidarité incroyable autour de nous. Même ma tante Zélie a promis de venir, ravie de participer à ce complot contre son frère détesté. Pendant ce temps, je regardais ma famille s'autodétruire sur les réseaux sociaux. C'était fascinant et grotesque. Sixteen postait des photos de sa nouvelle Mini Cooper décapotable avec la légende « New Baby #blessed #success #girlboss ». Ma mère postait des photos de déjeuner au champagne au club de golf. Il brûlait l'argent volé comme s'il était infini, pensant que la source ne tarirait jamais. Il ne savait pas qu'un huissier de justice était en train de rédiger les actes qui allaient mettre fin à leur mascarade. Le contraste était saisissant. D'un côté, leur vie de cirque brillante, bruyante et vide. De l'autre,
la réalité silencieuse, laborieuse et implacable de la justice qui avançait vers eux comme un rouleau compresseur. J'avais peur, parfois. La nuit, je me réveillais en sueur. Peur de regretter. Peur d'être la mauvaise fille qui détruit sa famille. C'est un tabou puissant. Mais ensuite, je regardais mon compte en banque vide, mes rêves piétinés, et je regardais Vianney qui travaillait tard le soir pour finir de fabriquer notre arche de mariage en chêne massif, les cernes sous les yeux. Et je savais que je n'avais pas le choix. Pour construire quelque chose de sain, il fallait d'abord raser les ruines toxiques. Il fallait nettoyer la plaie pour qu'elle cicatrise. Le jour J est arrivé. Le 14 juin. Le ciel était d'un bleu insolent, sans le moindre nuage, comme si l'univers lui-même validait notre décision. Le château de L n'avait jamais été aussi beau. Nous avions décoré les tables avec des fleurs des champs que j'avais cueillies moi-même avec mes demoiselles d'honneur le matin même, coquelicots, bleuets, marguerites. Pas de fleurs importées hors de prix, pas de chichi. Pas de quatuor à cordes snob, mais un groupe de jazz manouche amis de Vianney qui jouait avec passion. Quand je me suis avancée dans l'allée de Gravier, au bras de l'oncle de Vianney, qui avait insisté pour remplacer mon père, disant qu'il était honoré, je n'ai pas cherché le regard critique de ma mère. Je n'ai pas eu peur d'un commentaire sur ma robe. J'ai vu Vianney. Il était là, debout sous le grand chêne, magnifique dans son costume bleu nuit. Il pleurait. J'ai vu tante Zélie, chapeau à plumes sur la tête, qui me faisait un clin d'œil complice en fumant sa cigarette. J'ai vu mes amis, mes collègues, les gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur apporter ou l'image que je renvoyais. C'était parfait. C'était intime. C'était vrai. L'air vibrait d'amour authentique. Au moment précis où nous échangions nos vœux, à 14h30, à 30 km de là, une toute autre cérémonie avait lieu. Une cérémonie beaucoup moins joyeuse. J'ai su les détails plus tard par le rapport détaillé de l'huissier, et j'ai savouré chaque mot. Il était 14h30. Mes parents et Sixtine étaient en train de déjeuner sur la terrasse de la villa, profitant du soleil. Sixtine était en plein live sur Instagram, montrant sa nouvelle montre connectée à ses 300 followers, dont la moitié étaient des bottes achetées, racontant sa vie de rêve. La sonnette a retenti. Insistante. La bonne a ouvert, surprise. 2 policiers en uniforme et un huissier de justice en costume sombre sont entrés dans le jardin, marchant d'un pas décidé vers la terrasse. « Monsieur et Madame Perry ?» demanda l'huissier d'une voix de stentor qui couvrit la musique lounge. « C'est nous », répondit mon père, agacé, sa serviette à la main. « Qu'est-ce que c'est ? Une amende pour stationnement ? Vous entrez chez les gens comme ça ? » Maître Renard, huissier de justice. Je suis porteur d'une ordonnance de saisie conservatoire immédiate et d'une assignation à comparaître pour détournement de fonds, faux et usage de faux, et abus de confiance au préjudice de Madame Mao Perry. Le visage de ma mère est devenu gris cendre. La fourchette de mon père est tombée dans son assiette avec un bruit sec qui a résonné dans le silence soudain. Quoi ? Balbutia ma mère, se levant en tremblant. Mao. Mais, elle est en vacances en Espagne. C'est une erreur. Mademoiselle Sixtine Perry ? Continua l'huissier en se tournant vers ma sœur qui tenait toujours son téléphone, le live continuant de tourner, diffusant sa chute en direct à ses abonnés stupéfaits. Veuillez me remettre immédiatement les clés du véhicule Mini Cooper immatriculé GG 789 20 stationné devant. Il a été acheté avec des fonds frauduleux et est désormais sous séquestre judiciaire. C'est ma voiture. Hurla Sixtine, la voix perçante. Vous n'avez pas le droit. C'est un cadeau de mon père. Lâchez-moi. C'est une pièce à conviction, mademoiselle. Donnez les clés, ou la police procédera à l'enlèvement de force et vous serez placé en garde à vue pour recel. Tout cela, je ne l'ai pas vu en direct. À ce moment-là, Vianney me passait l'alliance au doigt et disait, « Je te promets de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie. » Et je répondais, oui. Mais savoir que la justice frappait à leur porte au moment même où je prenais mon envol était le plus beau cadeau de mariage que je pouvais imaginer. Le cirque était fini. Les clowns étaient menottés. Le spectacle était terminé. La confrontation légale a eu lieu 2 mois plus tard.
Ces 2 mois ont été une lente agonie pour eux. Leur compte avait été gelé dès le lendemain du mariage. Ils ne pouvaient plus retirer un centime. Ils vivaient à crédit, empruntant à gauche à droite, perdant peu à peu leurs amis, de la haute, qui flairaient le scandale comme des requins flairent le sang. Les rumeurs allaient bon train. L'audience de conciliation au tribunal de grande instance fut brève et brutale. Nous étions dans le bureau du juge d'instruction. D'un côté, moi et maître Ambroise, calmes, préparés, dossiers empilés comme des briques. De l'autre, mes parents et Sixtine, flanqués d'un avocat commis d'office, leur avocat habituel les avait lâchés faute de paiement des honoraires. Ma mère avait l'air vieillie de 10 ans. Ses racines grises étaient apparentes, elle n'avait pas pu aller chez son coiffeur hors de prix. Sans ses artifices, elle n'était qu'une femme amère, effrayée et pathétique. Votre honneur, commença Ambroise, sa voix grave remplissant la pièce, les faits sont accablants et documentés. Voici les relevés bancaires sur 14 ans. Voici les expertises graphologiques confirmant que les signatures de Mademoiselle Mao ont été imitées systématiquement par Madame Bérengère Perry. Voici l'enregistrement audio où Madame Perry admet avoir utilisé l'argent du mariage pour sauver l'honneur. Le juge feuilleta le dossier, son visage se durcissant à chaque page, ses sourcils se fronçant devant l'ampleur de la spoliation. Madame Perry, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Ma mère se leva, tremblante de rage contenue, ses mains crispées sur son sac à main bon marché. C'est ma fille. Je l'ai mise au monde. Je l'ai nourrie. Cet argent, c'était l'argent de la famille. On ne vole pas sa famille. Tout est à nous. C'est exactement ce que nous disons, madame, coupa le juge froidement. Vous avez volé votre fille. Vous avez abusé de votre position de tuteur, puis profité de sa confiance une fois majeure. L'argent de l'héritage était nominatif. Il n'appartenait pas à la famille, il appartenait à Mao Perry. On allait tout rembourser. Cria mon père, la sueur perlant sur son front, essayant de sauver les apparences. C'était un emprunt temporaire. Un problème de trésorerie. Un emprunt sans le consentement du prêteur s'appelle un vol, monsieur, rétorqua Ambroise. Et avec quel argent comptiez-vous rembourser? Vous êtes insolvable. La maison est hypothéquée 3 fois. Vous vivez au-dessus de vos moyens depuis 20 ans avec l'argent de votre fille. Le coup de grâce est venu quand Ambroise a sorti les relevés de dépenses de Sixtine. Et ceci? 25 000 € pour des frais de consulting versés à la société coquille vide de votre fille cadette, qui ne génère aucun chiffre d'affaires réel? C'est du blanchiment d'argent familial, ni plus ni moins. Sixtine s'est effondrée en larmes. Pas des larmes de remords, mais des larmes de petite fille gâtée qui réalise que le magasin de jouets est fermé définitivement et qu'elle va devoir grandir. Le jugement a été sans appel, une victoire totale. Condamnation à rembourser l'intégralité des sommes détournées, 450 000 €. Dommages et intérêts pour préjudice moral, 50 000 €. Saisie et mise aux enchères immédiates de la villa familiale pour couvrir la dette, puisque les liquidités n'existaient plus. En sortant du tribunal, ma mère a essayé de m'attraper le bras dans le couloir. Ses ongles se sont plantés dans ma manche. Mao, tu ne peux pas faire ça. Ils vont vendre la maison. Ta maison d'enfance. Où vas-tu nous mettre? Nous serons à la rue. Aie pitié. Je me suis dégagée doucement mais fermement, lissant ma veste. Ce n'est plus ma maison depuis longtemps, maman. C'est le mausolée de vos mensonges. Et pour répondre à ta question, je ne vais vous mettre nulle part. Vous êtes des adultes. Débrouillez-vous. Travaillez. Comme tout le monde. Tu es un monstre. A-t-elle hurlé alors que je m'éloignais vers la voiture où Vianney m'attendait, le visage tordu par la haine. Un monstre sans cœur. Je te maudis. Je me suis retournée une dernière fois, le cœur léger. Non, maman. Je suis juste le spectateur qui a décidé de quitter le cirque avant qu'il ne prenne feu. 3 semaines plus tard. La fin de l'été. La villa a été vendue aux enchères. Comme le marché immobilier était bas et la vente forcée par la justice, elle est partie pour à peine de quoi couvrir la dette envers moi, les frais de justice et les hypothèques de la banque. Mes parents se sont retrouvés avec rien. 0.
Nada. Ils ont dû louer un petit 3 pièces dans une banlieue grise et bétonnée, loin de leurs amis du Bridge Club, loin du luxe qu'ils considéraient comme un droit divin. Mon père a dû vendre ses clubs de golf. Ma mère a dû vendre ses bijoux, ceux qui n'avaient pas été saisis. Sixtine a dû trouver un vrai travail. Elle est caissière dans un supermarché discount maintenant. Je sais, il n'y a pas de saut métier, et je respecte infiniment les caissières, mais pour quelqu'un qui se moquait des mains sales des artisans et méprisait les travailleurs, l'ironie est savoureuse. Le karma a un sens de l'humour particulier. C'est là que le harcèlement a commencé. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Des appels inconnus, des SMS d'amis communs, des messages vocaux. D'abord des insultes, puis des menaces de procès, vides de sens, et enfin, la phase la plus pathétique, la supplication larmoyante. Je venais d'emménager avec Vianney dans notre nouvelle maison, achetée légitimement avec l'argent récupéré. Une vieille ferme en pierre que nous rénovions ensemble, pleine de lumière et de promesses. J'étais dans le jardin, en train de planter des rosiers anciens, les mains dans la terre, heureuse, sentant le soleil sur ma nuque. Mon téléphone a bipé sur la table de jardin. Un message vocal de mon père. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. Sa voix était brisée, celle d'un vieil homme vaincu, tremblante. Mao, ta mère ne va pas bien. Elle fait une dépression nerveuse. Elle ne sort plus du lit. On n'a plus rien. Le chauffage marche mal ici, il y a de l'humidité. On est ta famille, bon sang. On a fait des erreurs, d'accord, on a péché par orgueil. Mais tu as récupéré ton argent maintenant. Tu es riche? Aide-nous. Juste un peu. Quelques milliers d'euros pour qu'on puisse déménager dans quelque chose de décent. Pour l'amour de Dieu, ne sois pas si cruel. C'est ta mère. J'ai regardé mon jardin en fleurs. J'ai regardé Vianney qui ponçait une poutre un peu plus loin, torse nu, le soleil jouant sur ses muscles, sifflotant un air de jazz. C'était ça, ma vraie richesse. Pas l'argent sur mon compte, mais cette paix. Cette sécurité. Si je leur donnais un centime, juste un euro, je remettais le doigt dans l'engrenage infernal. Ils ne s'arrêteraient jamais. Ils prendraient ça pour une faiblesse. Ils me saigneraient à nouveau, émotionnellement et financièrement, jusqu'à ce que je sois vide. J'ai repensé à la robe de mariée, sac à patates. Oh, better luck next time. Oh, on ne finance pas ce cirque. À mes dessins d'enfants à la poubelle. J'ai pris une photo de nous deux, Vianney et moi, un verre de vin à la main, devant notre cheminée, nos visages sales de poussière de rénovation mais rayonnants de bonheur. J'ai écrit une réponse. La dernière. Celle qui fermerait le livre pour toujours. Le cirque est complet. Plus de place pour les spectateurs, et nous ne recrutons plus de clowns. Vous avez eu votre spectacle. Bonne chance pour la suite. Adieu. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père. Celui de ma mère. Celui de Sixtine. Et tous les numéros associés. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules, comme si je portais un sac de pierre depuis 30 ans et que je venais enfin de le déposer au bord de la route. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Cela fait maintenant 1 an que le procès est terminé. La vie n'est pas parfaite, il y a des hauts et des bas, mais elle est à moi. J'ai utilisé l'héritage de ma grand-mère, enfin récupéré, pour lancer ma propre agence d'architecture paysagiste. Je l'ai appelée « Jardin de Liberté ». Chaque fois que je dessine un plan, chaque fois que je plante un arbre, je pense à elle, à Madeleine. Je pense à cette femme qui avait vu clair dans le jeu de sa propre fille et qui avait essayé de me protéger par-delà la tombe avec ce compte bloqué. J'espère qu'elle est fière de moi, là-haut. Je n'ai plus aucune nouvelle directe de mes parents, sauf par les rumeurs de la ville qui me parviennent parfois. On dit que mon père boit trop et passe ses journées au PMU. Que ma mère est devenue une femme aigrie qui passe ses journées à raconter à qui veut l'entendre que sa fille ingrate l'a spoliée et mise à la rue. Les gens écoutent poliment, gênés, puis s'éloignent. Personne n'aime les gens amers et victimes perpétuelles. Ils sont seuls dans leur misère.
Sixtine a essayé de me recontacter via un faux compte Facebook le mois dernier, sous un pseudonyme ridicule, me demandant de l'argent pour une formation de maquilleuse qui va changer sa vie. J'ai reconnu son style d'écriture et ses fautes d'orthographe. J'ai bloqué sans même lire la fin du message. Elle ne changera jamais. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire au cours de cette année, l'ADN ne fait pas la famille. L'amour, le respect, la confiance et la loyauté font la famille. Parfois, couper les ponts n'est pas un acte de guerre ou de haine, c'est un acte de survie. C'est un acte d'amour envers soi-même. J'ai dû amputer le membre gangrené pour sauver le reste du corps. C'était douloureux, oui, atrocement douloureux. Il y a des jours où l'enfant en moi pleure encore l'absence de parents aimants, surtout à Noël ou aux anniversaires. Mais ensuite, je regarde l'homme qui dort à mes côtés, je regarde la maison que nous avons bâtie de nos mains, je regarde mon ventre qui commence à s'arrondir avec notre premier enfant, et je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai transformé leur mépris en mon carburant. Ils voulaient un cirque? Ils ont eu un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Mais à la fin, c'est moi qui ai tiré le rideau, éteint les lumières et verrouillé la porte. Et vous? J'ai une dernière question pour vous avant de vous laisser retourner à votre vie. J'ai pris tout ce qui m'appartenait légalement et je les ai laissés couler sans leur lancer de bouée de sauvetage. Certains diront que c'est la justice divine, d'autres que c'est de la cruauté envers des parents âgés et démunis. Selon vous, ai-je été trop loin? Est-ce de la justice pure ou de la vengeance froide? Dites-le moi dans les commentaires, je lirai tout et je répondrai au plus intéressant. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé voir le karma frapper fort et les masques tomber, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et de vous abonner pour d'autres histoires de vengeance familiale et de justice personnelle. Prenez soin de vous, protégez votre bonheur, et ne laissez personne, pas même votre famille, traiter votre vie comme un cirque. À bientôt.